Le Muséum national d'histoire naturelle est un établissement d'enseignement, de recherche et de diffusion de la culture scientifique naturaliste. Parc zoologique, galeries, jardins, il regroupe plus d'une dizaine de sites à Paris et en province. Chaque année, l'institution vieille de 400 ans accueille des millions de visiteurs. Il y a bien longtemps, le roi vivait au Louvre à l'époque et pour soigner le roi, le médecin courait la France pour pouvoir récupérer des plantes pour pouvoir effectivement soigner le roi. Et son médecin un jour lui dit « Mon bon roi, vous êtes bien gentil, mais moi j'en ai un petit peu marre de prendre les carrosses et de courir la France et ce serait mieux que j'ai toutes les plantes à proximité du Louvre pour pouvoir vous soigner quand vous êtes malade. » Ce qui fut dit fut fait, on créa le jardin des plantes et on y mit toutes les plantes que le médecin avait besoin pour soigner le roi. Au fur et à mesure des années, on en a fait une réserve de tous les cadeaux qui étaient offerts au roi. Donc le muséum qui a été créé après a réuni un certain nombre de jardins, de parcs zoologiques et aujourd'hui nous avons 12 sites. Les plus connus étant donc le Jardin des Plantes, le parc zoologique où nous irons tout à l'heure et le musée de l'Homme sur Paris. Mais après, nous avons un marinarium à Concarneau, nous avons un autre parc zoologique à côté de Châteauroux, nous avons des choses à Dinard, à Menton, à côté d'Avignon et puis en Dordogne et dans le Gers. Laurent Victor est le directeur sécurité du muséum. C'est à lui qu'incombe la responsabilité de ces différents sites et notamment celui de la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. Un lieu qui présente, en termes de risque incendie, certaines particularités. Ce lieu est un peu plus emblématique que les autres puisque c'est le lieu qui reçoit le plus de personnes. On est à peu près à 10 millions de personnes par an, rien que dans la Grande Galerie. Aujourd'hui, la structure incendie répond aux normes qui sont strictes, que tout à chacun connaît, notamment dans notre métier. C'est un ERP de première catégorie. Nous avons une jauge maximale de 3000 et quelques personnes. Et donc l'ensemble du système est piloté effectivement par un PC incendie que nous verrons plus tard, associé donc effectivement à un SSI. Ce qu'il faut savoir, c'est que le muséum détient 70 millions de collections que nous devons protéger. Certaines collections sont improtégeables. Vous avez par exemple une collection impressionnante d'insectes. La problématique, elle est que pour les isoler du feu, on met de l'eau, ou alors on met de la neige carbonique, ou effectivement on va essayer d'inhiber la partie d'oxygène pour effectivement que le feu ne se développe pas. Mais cette dernière solution est très coûteuse et très compliquée à monter dans un bâtiment qui a 200 ou 300 ans. Et puis les deux autres parties, forcément, on va abîmer les collections. Donc on est plutôt sur plein de mesures compensatoires pour essayer de détecter au plus tôt, pour pouvoir éteindre un départ de feu en un minimum de temps pour effectivement préserver toutes nos collections. Alors, toute cette organisation sécuritaire sur la partie incendie ne repose pas que sur ma direction. Elle repose aussi sur chacun des agents, des salariés qui sont au sein du muséum, au sein de la Grande Galerie. Nous les formons sur tous les moyens d'extinction qui sont mis à leur disposition, puisque, je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment que l'on éteigne au plus vite chacun des départs de feu qui sont susceptibles de survenir. Parce que comme vous pouvez voir, avec des objets, des animaux comme l'éléphant que vous voyez derrière moi, alors pour la petite histoire, cet éléphant est le dernier éléphant qui a été au Jardin des Plantes. Toutes ces œuvres reposent sur un vrai sujet qui est la protection et la sécurité des œuvres. Ici, c'est encore plus compliqué puisque vous avez une problématique historique pour des choses que l'on a depuis 300 ou 400 ans ici. Une problématique qui est liée aussi à des choses qui sont effectivement plutôt très chères. Après, ce n'est pas des diamants non plus. Et puis, on a une problématique également, comme on peut voir avec cette girafe ou qu'on a pu voir avec l'éléphant. Comment voulez-vous que les pompiers puissent sortir une girafe ou sortir l'éléphant qui est derrière parce qu'il y a l'incendie? Une fois que les pompiers ont traité la problématique des êtres humains,
les œuvres derrière, il faut bien effectivement les référencer pour leur dire vous allez nous sortir celle-là plutôt que celle-là, avec effectivement comme prérequis la taille. Et ça, dans le PSO, c'est vraiment la problématique incendie la plus compliquée au sein du muséum. La sécurisation du site se fait en étroite collaboration avec les pompiers de Paris. Avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, on est, en relation permanente avec eux, des échanges continuels, et ils sont au moins 1 à 2 fois par an. Ils viennent donc à la Grande Galerie ou dans le Jardin des Plantes pour faire des exercices, et notamment avec leurs nouveaux officiers quand il y a des prises de commandement, mais aussi avec les nouveaux sapeurs qui peuvent rentrer dans les casernes qui couvrent notre secteur pour qu'ils aient un peu la maîtrise de notre site qui est un petit peu particulier. Donc maintenant nous sommes au parc zoologique de Paris, plus connu sous le nom du Zoo de Vincennes. Nous allons arriver, nous sommes dans la partie publique et nous allons arriver vers les lions. Lions qui sont les animaux un peu les rois de la forêt. Et à ce titre, je ne suis pas le roi, mais je suis le fonctionnaire de sécurité et de défense qui estime les risques de tous les chercheurs et tous les scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle qui vont aller effectivement dans l'ensemble des pays du monde pour observer la faune, la flore mondiale et pouvoir effectivement faire des études qui serviront à la préservation de l'espèce animale et végétale. 600 chercheurs travaillent pour le muséum et sont régulièrement envoyés en mission partout dans le monde pour leurs recherches. Laurent Victor est aussi en charge d'encadrer ces missions. Donc le fonctionnaire de sécurité et de défense que je suis évalue le risque et la menace pour ces missionnaires, ces scientifiques et chercheurs qui partent dans des pays improbables. J'en ai en Afghanistan, j'en ai en Ouganda, j'en ai en Iran, j'en ai en Irak, j'en ai en RCA. Et vous imaginez bien que la RCA, c'est quand même pas le pays le plus tranquille. Donc ma mission sur cette partie de ma fonction est d'évaluer donc le risque et la menace sur 3-4 grands principes. Je regarde effectivement l'activité sociale à l'intérieur du pays, comment vivent les gens et ce qui s'y passe et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer parce que ça crée un certain nombre de manifestations. Et les mouvements sociaux permettent effectivement de déterminer un petit peu ce risque. Et puis il y a toute la partie délinquance qui, elle, effectivement, va être plus sur les risques qu'on va avoir de se faire piquer du matériel, de se faire agresser, parce que les gens, ils passent quand même 1 mois, 2 mois, 3 mois dans l'année d'affilée. Donc forcément, ils prennent des habitudes qui font qu'ils peuvent être repérés, surtout quand vous êtes expatrié. Et puis, cette partie terroriste, il faut la prendre en compte parce que on est la France. Et je rappelle en passant que la France lutte contre le terrorisme depuis des années et forcément en luttant et en prenant des positions qui sont, que moi je ne juge pas et qui sont tout à fait défendables, fait que les Français sont des cibles. Et aujourd'hui, que ce soit au Mali ou que ce soit dans le sud algérien, c'est une problématique et je refuse régulièrement des missions. Et puis une dernière partie que je regarde aussi, qui est importante, c'est la partie médicale, même si je ne suis pas médecin et Dieu m'en garde, mais ça me permet aussi d'attirer l'attention de la médecine du travail qui doit aussi se positionner sur cette partie-là. Autre élément de sécurité important lors de ces déplacements, la protection des données collectées par les chercheurs. Les passages de frontières sont compliqués. Ils sont compliqués pour le matériel qu'ils peuvent emmener, avec les données qu'il y a dans les ordinateurs. Donc il y a toute une partie qui est en train de se mettre en place sur la protection des données des chercheurs quand ils vont à l'étranger. Ça peut être effectivement de leur donner un ordinateur qui est complètement vide, mais aussi des techniques qui sont plus poussées où en fait l'ordinateur présente quand on l'ouvre et si on n'a pas les bons codes, l'ordinateur s'ouvre quand même, mais fait apparaître des fichiers bidons avec des photos bidons qui n'ont aucun intérêt. Les choses avec intérêt sont cachées et plutôt bien cryptées. Et du coup ça permet
aux chercheurs d'emmener ces données, c'est surtout que quand ils passent les frontières, pour eux, c'est plus sécure. Ils ne vont pas être moins embêtés par les forces de police ou les forces douanières. Autre lieu important, le musée de l'Homme, place du Trocadéro. C'est un endroit sensible de par sa localisation et le symbole qu'il représente. La particularité, comme je le disais tout à l'heure, du musée de l'Homme, c'est effectivement son positionnement face à la Tour Eiffel et à côté du parvis des droits de l'homme. Manifestation importante, ce qui effectivement nous oblige à travailler avec la sécurité publique en permanence. Alors sur des petits événements, ça va être effectivement le commissariat de police ou la DOPC. Et puis sur des événements plus importants, BRI, RAID, avec des tireurs d'élite. Et ces unités viennent régulièrement s'entraîner chez nous pour maîtriser effectivement le lieu, qui est un lieu emblématique. Ça porte le musée de l'Homme avec un grand H. Donc ça représente l'humanité. C'est une emblème de la France. Et devant la plus grande emblème mondiale, si on est un petit peu chauvin, en ce qui concerne la Tour Eiffel. Donc ces unités d'intervention viennent régulièrement ici et nous allons les avoir, je dirais, en permanence à partir de 2023 avec la Coupe du Monde de rugby et puis en 2024 avec les Jeux Olympiques de Paris, puisque le musée de l'Homme va être, avec le parvis et le palais de Chaillot globalement, jusqu'au pont d'Iéna, sera une partie, je dirais, le fil rouge des Jeux Olympiques, puisque ce sera le lieu de présentation de l'ensemble des médaillés du jour, plus des concerts, plus un certain nombre de choses pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. On a aussi cette problématique liée à la cybercriminalité, puisque effectivement, on pourrait être attaqué, alors que ce soit les systèmes de défense électronique, que ce soit la billetterie. Et là aussi, nous sommes sur le développement et la mise en place d'un certain nombre de moyens pouvant nous protéger des cyberattaques. La protection des œuvres exposées par le musée de l'Homme est un autre aspect sûreté important. Alors sur des œuvres, comme l'on peut voir derrière moi, des tableaux d'exposition, on se trouve effectivement sur une problématique qui va être d'une part de réassurance, puisque l'État étant son propre assureur, c'est une chose, mais en même temps, il va falloir qu'on réassure parce que les propriétaires des œuvres nous demandent effectivement de pouvoir couvrir tous les dégâts. Et puis nous allons nous adosser effectivement à des agents de sécurité pour protéger les salles d'exposition, mais également à des systèmes techniques d'anti-soulèvement qu'on peut trouver effectivement dans plein de musées, de détection de proximité avec des systèmes de laser qui vont pouvoir effectivement nous alerter en cas de problème. Alors nous sommes maintenant effectivement sur les toits du musée de l'Homme. Tout ça, je vous amène ici pour vous montrer que j'ai un métier effectivement difficile, compliqué, je souffre tous les jours, mais finalement je crois que ça vaut le coup de travailler pour le Muséum national d'histoire naturelle. Et je vous laisse admirer.